Alors, bonjour à tous, on va commencer. Ravi de vous accueillir à cette session. Alors, on va parler indicateurs aujourd'hui avec mon ami Olivier Lafontan. Donc, on va pas aller dans le détail de tous les indicateurs. Hein. Si vous voulez savoir comment on calcule un indicateur, ça sera l'objet d'une autre session. Là, on ira un peu plus sur l'utilité des indicateurs dans la performance, dans la mesure de la performance agile de la transformation. Ah oui, je vais prendre la zapette, c'est mieux. Alors, pour commencer, un grand merci à nos sponsors. Donc voilà, je les remercie plus particulièrement, hein, ne serait-ce que financièrement. Merci pour leur soutien. Je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Koussaï Farfra, donc je suis le créateur de la conférence Agile en scène. Mais à part ça, j'ai une petite activité qui est le coaching agile au travers d'Agile for Me. Et avec Agile en scène, on a aussi créé une offre de formation qu'on a voulu accessible à un grand nombre. Donc, vous imaginez, du coup, ce n'est pas les mêmes prix. Alors, je ne vais pas faire de concurrence à nos amis sponsors. Donc, on propose des tarifs un peu plus abordables pour que voilà, tout le monde puisse y avoir accès. Et j'ai créé l'application WeVise qui permet de mesurer justement des indicateurs agiles. Donc, ce n'est pas l'objet de la conf. Rassurez-vous, il n'y aura pas de démo de WeVise. Voilà. Et je vais laisser la parole à mon ami Olivier Lafontan. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Olivier Lafontan, coach agile également. On a travaillé ensemble avec Koussaï. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se connaît. On ne va pas donner d'autre âge. Non. Moi, ça fait une vingtaine d'années en tout que je fais ce métier, cette activité. Et la moitié de mon activité, je l'ai faite au Royaume-Uni et à l'étranger. Et puis, depuis 2011, je suis revenu en France. Et quand je suis revenu en France, j'ai également lancé une autre société qui s'appelle Picadec et qui m'a permis d'expérimenter, d'apprendre sur ce sujet de la mesure au sens global. Et donc, en fait, on a vraiment une complémentarité avec Koussaï, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est dit que ce serait bien de faire une conf sur les deux types de mesures qu'on a mis en place. On ne va pas parler outils, mais en fait, à travers nos outils, on a découvert un certain nombre de choses. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit panorama, tour d'horizon, mais super rapide. Il y a plein d'inexactitudes, mais en fait, c'est pour ancrer trois phases principales autour du sujet de l'agilité. On a eu des aires particulières de mise en place et d'exploration de l'agilité, du terme d'agilité. La toute première ère, c'était plutôt lié sur les principes d'itératif et d'incrémental, mais vraiment appliqué on dirait, un contexte d'équipe. On avait un product owner, une équipe, on parlait vraiment d'une équipe qui était très petite, hein, a priori, et c'était vraiment le début de l'exploration de l'agilité avant les années 2000, mais en 2001, le manifeste Agile a été écrit, et on va dire que ça, c'était l'avènement, le début de cette première ère tournée vers l'équipe. Ensuite, vers les années 2010, on a de l'itératif et de l'incrémental toujours, mais là, on avait plus une notion d'innovation. On avait des entreprises qui se disaient, nous, l'agile, ça nous intéresse. On aimerait bien en faire aussi. Et puis, il y a également cette notion de rentrer plus en compétition sur notre marché. Et donc, derrière l'agilité, on voudrait mettre de l'innovation. Et il y a eu toute une notion d'exploration de l'agilité, itératif, incrémental, tournée innovation. Et puis depuis 2020, on va dire l'avènement, la nouvelle ère, c'est le passage à l'échelle, surtout innovation incrémentale, customer-centric, tout. Voilà, on veut faire de l'itératif, de l'incrémental sur tous ces sujets. Et donc là, on est sur l'ère du passage à l'échelle, clairement. Je ne sais pas combien d'entre vous fonctionnent dans des structures qui ont plus de 1000 employés, mais j'imagine qu'il y en a quand même pas mal. Allez, levez la main, ceux qui sont dans les boîtes de plus de 1000 employés. Ouais, il y a quand même du monde. Je ne sais pas, on va dire peut-être 50-50. Donc c'est vraiment un sujet important en ce moment. La chose qu'il faut prendre en compte quand on parle de cette troisième ère, le passage à l'échelle quand on parle d'agilité, c'est qu'en fait, il y a des enjeux principaux. Et les enjeux principaux, ils sont vrais même quand on fait la transformation culturelle à petite échelle. Mais à grande échelle, c'est encore plus vrai parce que le chaos, l'entropie est encore plus rapide quand on n'est pas clair sur ces trois points-là. Le premier point, c'est pourquoi est-ce qu'on fait la transformation? L'étape 1 du modèle de transformation en 8 étapes de John Kotter. Donc, créer un sens d'urgence, expliquer le pourquoi.
Donc quand on fait une transfo, déjà, il faut être clair là-dessus. Le deuxième, c'est quels sont les cadres que l'on va vouloir employer. Donc on parle d'être explicite en fait. Quand on va vouloir qu'une entreprise se transforme, il va falloir être explicite. Que ce soit un groupe ou un large groupe, il faut être super explicite sur l'objectif qu'on donne à tout le monde. Et donc, les 3 cadres d'explicite, c'est ce que je suis en train de dire. Un, c'est le pourquoi on fait la transfo. Le 2, c'est quels sont les cadres, ou en tout cas les limites des cadres qu'on veut poser pour les expérimentations et l'implémentation de l'agile. Et le 3e, c'est comment est-ce qu'on va mesurer le progrès. Voilà. Et une fois que les gens se sont tous rattachés derrière ces 3 axes, on a un début, en tout cas, on a une chance à pouvoir faire une transformation qui va dans une direction, en tout cas, qui est la même pour tout le monde au départ. Alors, du coup, quand on parle de performance ou de KPI, donc c'est un mot anglais, bien sûr, hein, qui est performance indicateur, de quoi on parle? En fait, l'objectif des KPI ou des indicateurs, c'est juste de mesurer une performance. Alors, ce n'est pas obligatoirement la performance des équipes ou la performance individuelle. Ça peut être tout un tas de mesures qui vont permettre à un moment de savoir est-ce que la transformation est dans les rails et est-ce qu'elle donne des résultats positifs. Voilà. Donc, pourquoi on veut faire ça? Tout simplement parce qu'on va améliorer la prise de décision. Quand on se lance dans une transformation, on se lance un peu dans l'inconnu. On va vers un nouveau monde, vers de nouvelles façons de travailler, vers de nouveaux process, vers une nouvelle relation entre les personnes et entre les équipes. Donc les indicateurs ne sont pas là pour dire est-ce que les gens travaillent bien ou pas, mais ils sont là surtout pour aider les personnes à prendre des bonnes décisions par rapport à une mesure qui va être faite à un instant T sur la qualité ou non de cette transformation et des activités. Donc l'idée, c'est d'avoir les bons indicateurs pour prendre la bonne décision. Et quand on dit avoir les bons indicateurs, c'est surtout avoir la bonne data pour prendre cette décision. Si vous n'avez pas une bonne data, vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions. Moi, je suis toujours surpris quand je rentre dans une entreprise, je ne sais pas si ça va vous parler, quand je leur présente Weaviz, par exemple, et qu'on fait une démo, et que le retour, c'est « Ah oui, mais chez nous, ça ne va pas être possible, parce que notre Jira, pour ne pas le nommer, c'est le bazar dedans. » Et ça, moi, ça a toujours tendance à me choquer, qu'un outil qui est utilisé pour gérer un projet, voilà, l'outil, ce n'est pas la fin en soi, c'est un moyen de pouvoir un peu gérer son activité, ne soit pas propre, alors que ça fait partie de la responsabilité de tous les acteurs de l'entreprise, hein, qu'on aille du développeur au Scrum Master jusqu'au manager, etc. Voilà. Donc, pour mesurer, il faut avoir la bonne data. Donc, il faut avoir une data propre. Donc, il faut déjà travailler là-dessus. Voilà. Alors après, attention au niveau des indicateurs, parce qu'on a une fâcheuse tendance en France, à chaque fois qu'on met en place une nouvelle méthode, à penser que ça va être un bon moyen de contrôler les gens. Les indicateurs, il y a les bons et il y a les moins bons. Voilà. Donc c'est un peu comme les good cop, bad cop. On a des bons indicateurs, on a les mauvais indicateurs. Les bons indicateurs, ceux qui vont aider l'entreprise, aider les équipes, aider les organisations à progresser dans leur façon de travailler, à progresser dans la qualité des produits qu'ils vont délivrer et à progresser dans la collaboration et la qualité de cette transformation. Voilà. Les mauvais indicateurs, ça va être tous ceux qui vont être là pour sanctionner. Voilà, pour sanctionner les personnes, pour mesurer la performance individuelle et au travers de la performance individuelle, sanctionner la personne si la performance n'est pas bonne. Et puis surtout, quand on a des indicateurs qui sont là pour comparer des équipes, on est aussi sur le mauvais chemin. Parce qu'on est dans une entreprise, on n'est pas là pour comparer des équipes, on est là pour faire en sorte que toutes les équipes avancent en même temps, au même rythme, et que celles qui performent le plus tirent vers elles les autres pour améliorer leur façon de faire. Voilà. Donc du coup, on va plutôt aller sur le... je te laisse parler, je me suis lancé. Du coup, on va plutôt aller sur le qualitatif que le quantitatif. L'objectif, ce n'est pas de savoir combien vous faites de features à la semaine ou de story. Donc ça, c'est bien, ok, ça vous donne un débit. Mais l'objectif, c'est de livrer un produit de qualité à vos clients. Et une transformation, pour moi, c'est un produit. Donc quand on fait une transformation, l'objectif, c'est aux personnes qui vont en bénéficier. Donc la personne finale sera votre client, mais les premiers bénéficiaires d'une transformation, c'est l'entreprise, c'est l'organisation. Donc on va chercher plutôt à avoir une transformation de qualité et de voir en fait quels sont les éléments qui vont pouvoir mesurer la qualité de cette transformation, le bien-être au travail, la qualité des process qu'on a mis en place. Est-ce que toute l'activité qu'on réalise produit un code de qualité, etc., et un produit qui répond aux besoins du client. Donc on va moins aller vers la quantité. Voilà, l'objectif, c'est pas d'être dans de la surproduction, et on va plutôt se axer sur la qualité.
sur cette slide, en fait, c'est une slide qui reprend des objets et des descriptions utilisées dans le framework SAFe, Scaled Agile Framework, et en fait, qui montre suivant cette modélisation qu'on voit sur le Scaled Agile Framework website, on a une modélisation de plusieurs niveaux dans une entreprise. Ce qu'on a voulu montrer à travers cette slide, c'est que qu'on utilise le framework SAFe ou non, en fait, ces différents niveaux d'organisation existent dans les entreprises qui s'organisent, à savoir qu'on a vraiment un niveau stratégique au-dessus qui va se décliner en niveau portfolio, qui va se décliner ensuite à un niveau de programme, qui va ensuite venir impacter des équipes et qui va ensuite venir toucher des personnes, des individus. Donc ce niveau, il existe, et quand on parle d'indicateurs, en fait, il faut réfléchir à ces différents niveaux dans une organisation, puisque ça va nous permettre de mesurer différentes choses à différents moments et d'en ressortir différents types d'enseignements. Alors, du coup, par rapport à ça, en fait, qu'est-ce qu'on va mesurer? En fait, vous allez mesurer plusieurs choses. Déjà, la première chose à mesurer, c'est pas est-ce que vous délivrez plein de stories toutes les semaines. On va déjà mesurer la qualité de la transformation agile. Voilà. C'est souvent ce qui est le moins fait. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas votre cas, mais ce qui, moi, je trouve est le moins fait dans les organisations, c'est qu'on fait une transfo et on va tout de suite aller chercher à avoir des indicateurs sur le travail des équipes. Et pas regarder à savoir est-ce que cette transformation, tous les process qu'on a définis, cette roadmap qu'on a identifiée pour lancer notre transformation avec différents jalons, est-ce qu'elle apporte des résultats ou pas? Pas des résultats en termes éventuellement de business ou de cash, mais déjà, est-ce qu'elle apporte des résultats en termes de qualité de fonctionnement et de qualité de collaboration des équipes en premier? Donc, première chose, mesurer la qualité de cette transformation. Ensuite, on va aller mesurer là la performance des équipes. Donc, la performance des Agile Teams au niveau team aussi, d'accord, mais aussi au niveau programme, au niveau portefeuille. Et en fait, chaque strate va alimenter la strate supérieure avec des indicateurs qui vont être de plus en plus consolidés et qui vont permettre d'avoir à un moment une performance globale de l'ensemble de l'organisation. Alors, si vous faites du SAFe, par exemple, ça sera au niveau portefeuille, au niveau train, au niveau solution. Et aussi d'avoir les indicateurs qui vont permettre aux équipes, elles, de façon autogérée, de façon autonome, de pouvoir améliorer leur façon de faire, leur façon de travailler pour pouvoir, à chaque moment, être capable de tenir leurs promesses. Voilà. Et puis, bien sûr, le dernier élément, mais ce n'est pas le moins important, c'est la qualité du produit. Voilà. Donc ça fait partie du flux et des livrables. Bon, en fait, ça ne sert à rien de faire de l'agilité, ça ne sert à rien de faire une transformation si on a des produits de mauvaise qualité. Voilà, c'est un des éléments importants de l'agilité, c'est de livrer des produits de qualité qui répondent aux besoins des clients. Donc ça, on doit aussi le mesurer. Et quand on parle de mesure de qualité du produit, on ne parle pas que du code, on ne parle pas que de la sécurité du code, on parle aussi de l'adéquation de ce produit aux attentes de vos clients, voilà, aux attentes du marché. Voilà. Donc, toutes ces trois parties-là font partie des indicateurs que vous devez mesurer, que vous devez mettre en place. Donc, ça va être à vous d'identifier aussi quels indicateurs vont être associés à chacun de ces éléments. Alors, on a certains éléments. Hein, je vais vous parler de quelques indicateurs. On va reprendre les plus basiques. Là, on va aller vraiment au niveau équipe. Vous avez des indicateurs Scrum. Donc, si vous êtes organisé en mode Scrum, vos équipes, ce qui est, on va dire, 90% en général des équipes, vous pouvez mesurer un certain nombre d'indicateurs. Alors, par contre, attention, quand on mesure des indicateurs Scrum au niveau d'une équipe, ils ne sont valables que pour l'équipe. Voilà. L'indicateur de l'équipe A n'est pas l'indicateur de l'équipe B. Et ils n'ont pas vocation à être comparés. Ce n'est pas parce que je fais 10 points dans mon équipe A que les 15 points d'équipe B ont plus de valeur. Non, c'est juste leur façon de se mesurer, c'est juste leur performance personnelle. Voilà. Donc vous avez plusieurs indicateurs, notamment la vélocité, qui est le principal indicateur en Scrum, qui va vous permettre sur un sprint, donc sur une période de 1 semaine à 4 semaines, de pouvoir mesurer l'adéquation de l'équipe par rapport aux engagements qu'ils ont pris. Donc on peut le mesurer en nombre de fonctionnalités qu'on va développer, donc en story par exemple, ou on peut le mesurer au poids relatif qu'on aura associé à chacun des éléments de travail sur lesquels on va travailler. Donc ça permettra à l'équipe de se caler, d'avoir une petite idée de sa performance et surtout sa capacité à faire sur un sprint, et ensuite, au travers de ça, de pouvoir mesurer sa prédictibilité. Donc sa prédictibilité, ça sera le ratio entre l'engagement qu'elle a pris en début de sprint et le réalisé à la fin du sprint. Voilà.
l'input, l'output. Ça vous donne la prédictivité. Plus la prédictivité est élevée, plus l'équipe tient ses promesses et plus elle est en capacité de s'engager et de se projeter sur la suite de sa roadmap. Puis on a d'autres suivis en termes de graphique, hein, donc ce qu'on appelle le sprint burn-up. Donc là, on va voir régulièrement chaque jour le niveau d'avancement de l'équipe par rapport à l'engagement qu'elle a pris, par rapport à idéalement ce qu'elle devrait avoir réalisé par jour et son réalisé réel. Alors ça, ce n'est pas pour que le manager puisse dire on est en retard. Alors je ne citerai pas le nom de la société, mais moi j'ai eu une expérience il y a très longtemps. L'agilité n'était pas encore assez peut-être intégrée dans les esprits, où à chaque fois qu'on démarrait un sprint, j'étais dans une équipe, et à chaque fois qu'on démarrait un sprint, 3 jours après, on avait tous les managers qui descendaient, en nous disant mais comment ça se fait que la courbe est toujours à plat? Bon, en général, il faut un peu plus de 2-3 jours pour développer une fonctionnalité, hein, la tester, la livrer. Donc ça arrivera, et puis ça arrivera quand ça arrivera, parce que le rendez-vous, il est à la fin du sprint. Donc c'est à la fin du sprint qu'on mesure est-ce qu'on est arrivé à l'heure ou pas. Et en fait, moi, ce qui me gênait, c'est que les managers avaient une visibilité sur les sprint burn-up qui sont destinés normalement à l'équipe. Tous ces indicateurs-là, ils sont pour l'équipe. Ils ne sont pas pour les managers. Ils sont pour l'équipe Scrum, Scrum Master, Product Owner, pour ensemble vérifier quelle est leur performance et puis comment améliorer les choses, quelles sont les actions à mener pour pouvoir tenir leurs promesses. Le rendez-vous avec les clients, les managers, etc., il est à la fin du sprint. Et c'est par rapport à la prédictibilité qu'on va mesurer. Et puis, on a un suivi avec le Velocity Chart, où là, on va suivre sur les différents sprints l'évolution de notre vélocité. Est-ce qu'elle est constante? Donc, est-ce qu'on a un peu une vélocité de croisière? Et puis, est-ce que notre prédictibilité est bonne? C'est-à-dire, est-ce que quand on prend un engagement, on le tient au-delà de 80%, ou est-ce qu'en général, on s'engage un peu plus que ce qu'on est capable de faire? Voilà. Donc, tous ces indicateurs-là doivent aider l'équipe à pouvoir se synchroniser et adapter son travail à sa capacité à faire. Donc ça, c'est pour Scrum, mais il y a aussi du Kanban. Alors, qui fait du Kanban dans ces équipes? D'accord, ok. Et qui fait du Scrum? Oh là là. Non, très bien. Oui, Kanban, c'est un peu moins déployé dans les entreprises que Scrum. Bon, voilà, c'est pas encore hyper déployé. On peut l'associer à Scrum, bien sûr, comme vous le savez. On a un certain nombre d'indicateurs qui, moi, ont ma préférence, mais c'est personnel. Je suis un peu un aficionados du Kanban. Je dors avec Kanban, je mange avec Kanban. On a un certain nombre d'indicateurs qui sont, pour moi, plus orientés performance factuelle des équipes. Le Kanban, on en voit partout. Hein. Quelle que soit l'activité que vous faites, en fait, vous faites un peu du Kanban. Quand vous estimez le temps que vous allez mettre pour venir à la conférence, c'est du Kanban. Quand il y a un colis sur la ligne 6 qui fait que vous allez être en retard, en fait, c'est des obstacles. Donc ça, vous mesurez à peu près en moyenne votre temps. Quand vous faites une commande sur Amazon, par exemple, vous commandez le lundi, vous êtes livré le jeudi, en fait, c'est du Kanban qu'il y a derrière pour gérer toute la logistique, le temps moyen pendant laquelle le colis va être préparé, etc., le temps pour le livrer. Et à partir de là, par exemple, Amazon, une société comme Amazon est capable de vous proposer la livraison en un jour. Voilà. Donc, dans le Kanban, on a un certain nombre d'indicateurs. Le plus important, c'est le lead time, c'est-à-dire entre le moment où on décide de travailler sur un sujet, c'est-à-dire qu'on le met dans notre affaire et pas dans le backlog. Hein. Le backlog, c'est toutes les idées qu'on a. Voilà, on a plein d'idées, c'est pas parce qu'on a une idée qu'on va la mettre en application, mais c'est à partir du moment où on dit qu'on va travailler sur un sujet, à un moment, pas pour autant qu'on travaille tout de suite dessus, on lance le compteur du lead time et quand le sujet est terminé, voilà, le lead time est calculé, c'est mon temps de traversée. Ensuite, on a le reaction time. J'ai décidé de travailler sur un sujet, je me suis engagé à le faire. À quel moment je commence à travailler dessus? Voilà. Je commande mon ordinateur le lundi. La commande commence à être traitée le mercredi. J'ai un reaction time de 2 jours. Voilà. Ensuite, le mercredi, cet ordinateur commence à travailler dessus. Il est livré chez moi le vendredi. J'ai un cycle time de 2 jours aussi, de 3 jours. Pardon. Donc ça, le cycle time, lui, du coup, c'est vraiment le temps que vous allez passer réellement à travailler sur un sujet, à partir du moment où vous le prenez en charge. Et puis, vous avez le débit, qui là va vous dire factuellement, mon équipe, elle est capable, ou mon organisation est capable de délivrer tant de fonctionnalités. Pour avoir un débit efficace et pouvoir être prédictible, il faut le mesurer sur des niveaux de granularité identiques. Si vous avez des sujets
qui prennent des temps très différents parce que ce sont des sujets techniques ou fonctionnels très différents, alors il va falloir peut-être mesurer plusieurs débits, plusieurs lead time. C'est ce qu'on appelle les classes de service. Et donc là-dessus, on va aussi mesurer l'efficience. Donc c'est bien, j'ai commandé lundi, j'ai été livré vendredi. Moi, en tant que client, je ne sais pas ce qui se passe, mais dans mon entreprise, est-ce que c'est une bonne période? Est-ce que c'est un bon lead time? On va mesurer l'efficience, c'est-à-dire qu'on va mesurer le temps, le pourcentage de temps qu'on a passé à réellement travailler sur le sujet. Si je commence à traiter ma commande mercredi, mais que jeudi, elle est bloquée, en fait, je ne compte pas cette journée de jeudi. Je vais compter le mercredi, puis je vais compter le vendredi. Donc, j'ai une efficience sur 2 jours. Donc, sur 3 jours, vous voyez le pourcentage. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, moins votre pourcentage d'efficience est important, plus vous avez de goulot d'étranglement, plus vous avez de stock. Et donc, ça vous donne une alerte sur le fait que, attention, j'ai un flux qui n'est peut-être pas adapté à la capacité à faire de mon équipe. J'ai beaucoup d'étapes d'attente où les choses se stockent et mettent du temps à être pris en charge. Voilà. Et puis, on a le taux de defect. Un des principes du Kanban, c'est supprimer les obstacles. Le taux de defect, c'est tout ce qui va vous mettre en retard, tout ce qui va vous faire perdre du temps, tout ce qui va gêner votre prédictibilité et gêner votre engagement. Donc ça, l'objectif, c'est qu'il soit le plus faible possible et qu'on le traite en priorité. Parce que le Kanban, ce n'est pas comme Scrum. C'est pas je prends un engagement au début et je livre à la fin et chaque jour, je vois ce qui a été fait. C'est plutôt, dès que je commence un travail, il faut qu'il soit terminé le plus rapidement possible. Donc l'objectif de la journée, c'est de faire avancer les sujets et les faire sortir le plus rapidement possible et c'est faire sauter les obstacles. Voilà. Donc ça, c'est les principaux indicateurs Kanban. Alors après, vous pourriez en avoir plein. Et à partir de tous ces indicateurs, on va les mesurer au niveau équipe. Et puis ensuite, on va les agréger. Et puis, on va pouvoir les mesurer au niveau programme, au niveau dashboard. Alors, au niveau équipe, on va peut-être mesurer au niveau story. Puis après, on va au niveau programme, on va peut-être être sur les niveaux features. Ensuite, au niveau portfolio, on va peut-être être sur les niveaux épiques, etc. La seule chose, moi, que j'alerte quand on fait une consolidation des indicateurs, c'est sur la vélocité. Attention, hein, comme je vous ai dit, un point dans l'équipe A ne vaut pas un point dans l'équipe B. Donc, faire une comparaison, se dire que globalement, en moyenne, on a une vélocité de temps, c'est bien, mais faire une comparaison entre les équipes pour dire laquelle a la meilleure vélocité, bon, ce n'est pas le concours du siècle, hein. C'est pas terrible. Voilà. Et puis, en plus, ça envoie de mauvais messages, parce que clairement, une vélocité, hein, ça change comme on veut. Hein. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que les équipes soient sereines dans leur façon de faire, dans leur façon de travailler, et qu'elles aient vraiment conscience que les indicateurs sont à leur service, plutôt que de se sentir un peu fliqué et puis du coup de biaiser les indicateurs, parce que là, mauvais indicateur, mauvais message, mauvaise prise de décision. Voilà. Donc sur cette première partie de description d'indicateurs, on a des indicateurs qui sont clairement tournés vers mesurer la qualité d'une équipe, à quelle vitesse elle va, ou d'une équipe ou d'une organisation, hein, lorsqu'on arrive à faire du roll-up d'indicateurs. À quelle vitesse elle va, à quelle vitesse elle réagit quand il y a un stimuli en entrée, est-ce qu'il y a quelle est son efficience. Tout ça sont les qualités d'une organisation. Derrière la qualité d'une organisation, il y a finalement la manière dont elle fonctionne, ce qu'elle fait, comment une équipe travaille. Donc là, on descend au niveau pratique. Et là, c'est la deuxième partie des indicateurs, c'est-à-dire que quand on commence à mesurer et qu'on veut agir sur une mesure de ce type de qualité, à quelle vitesse je vais, les questions qu'il faut se poser pour essayer d'améliorer un système quand cette vitesse n'est pas satisfaisante, c'est qu'est-ce que je fais qui génère cette vitesse afin de mettre en place un protocole différent. Donc il faut que j'aille essayer de faire différemment si je veux améliorer ma qualité de ma vitesse, par exemple. Donc en fait, c'est cet autre axe de mesure qui est finalement la compétence. La compétence d'une équipe, c'est ce qu'elle fait. La compétence d'un programme, c'est comment le programme fonctionne. La compétence d'un portfolio, d'un portefeuille, c'est la même chose. C'est comment il est géré, comment il fonctionne. Et derrière tout ça, il va y avoir la qualité, ce qui se passe réellement en termes d'impact pour le business. Donc on va regarder la manière de modéliser finalement cette façon de mesurer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? On revient sur cette notion de qu'est-ce qu'on fait, à quel niveau on se pose la question. Vous avez le niveau entreprise, vous avez le niveau portfolio, programme, les équipes et les individus. Donc ça, c'est la première colonne, c'est on mesure à quel niveau. À quel niveau on veut se placer et à quel niveau on veut agir. Quelle est vraiment la qualité, à quel niveau de ce système on veut commencer à mesurer la qualité du système.
Et puis ensuite, l'autre question qu'il faut se poser, c'est on mesure différentes choses. Donc à chaque niveau, on ne va pas mesurer la même chose, effectivement. Et donc la question à se poser, c'est je mesure quoi? Donc il y a deux types de mesures, on va schématiser comme ça. Il y a la mesure systémique, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple des équipes. Une équipe, en tant qu'équipe, qu'unité, eh ben, c'est un système. Donc je vais la mesurer en tant qu'unité. Une équipe, je vais pouvoir décréter, en tout cas définir un certain nombre d'axes de mesure, de comportement d'équipe. Et puis l'autre chose, c'est la maturité liée à certains rôles. C'est-à-dire que suivant effectivement les membres des équipes que vous formez, la manière dont vous fonctionnez, vous avez des responsabilités, des rôles et des responsabilités qui se mettent en place. Et en fait, derrière ces rôles et responsabilités qu'on attribue à des gens, eh ben, il y a un niveau de maturité que ces gens doivent acquérir. Et derrière ces niveaux de maturité, il y a des actions, il y a des événements qu'ils gèrent, il y a des choses qu'ils font, ou pas. Donc en fait, pouvoir mesurer au niveau d'une unité de travail et au niveau personnel, les gens qui ont des rôles et des responsabilités, leur maturité par rapport à des critères que vous aurez définis, c'est essentiel. La dernière chose, la dernière colonne, c'est justement, quand je dis que je mesure à un niveau, je choisis, est-ce que c'est systémique, est-ce que c'est lié à des rôles? L'autre question que je me pose, c'est est-ce que c'est réellement sur des actes que je vais me baser, ou est-ce que c'est plus, et ça c'est le grand débat, sur des principes? C'est-à-dire que je ne vais pas définir vraiment, être très dogmatique sur ce que je vais mesurer. Il arrive à telle heure, il fait ça, il écrit ça, il a bien mis le compte-rendu dans tel... peu importe. Est-ce qu'au niveau procédure, au niveau process, ça c'est vraiment la partie action. Le niveau principe, il va être beaucoup plus haut, il va être beaucoup plus libertaire sur l'action en fait, l'événement géré en particulier par une équipe ou une personne. D'accord ? Donc on peut définir des points de mesure sur action, qui sont beaucoup plus pointus et beaucoup plus directifs également, ou sur des principes qui sont un peu plus ouverts et qui permettent plus d'exploration par les équipes et par les individus. Voici un exemple. Donc, dans cet exemple, on dit on veut mesurer une équipe, on veut mesurer donc pas les rôles d'une équipe, mais vraiment la maturité systémique d'une équipe en tant que telle, cette unité de travail, et on va le mesurer sur action. Donc voilà quelques premières questions qu'on pourrait se poser, quelques critères qu'on pourrait mettre dans un assessment pour commencer à mesurer la maturité d'une équipe. Alors tous les membres de l'équipe participent au sprint planning meeting. Là c'est dans le cas d'une équipe qui fait du Scrum. Bon, bah, ça c'est une première mesure. Est-ce que moi j'ai effectivement, quand je crée une équipe Scrum, cette équipe-là, l'équipe A, est-ce que tous les membres viennent au meeting Scrum, au sprint planning meeting? Yes, no, quel est l'écart? Et puis, est-ce que j'ai une action d'amélioration? Voilà, c'est le but final de l'assessment, hein, c'est également d'arriver à l'amélioration. Une autre question, c'est tous les membres de l'équipe participent au sprint review, et puis tous les membres de l'équipe participent à la sprint rétrospective. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous pourriez décrire en fait tous les comportements liés à une équipe qui montreraient qu'elle fait bien du Scrum. Un autre exemple ici, une équipe, on va regarder maturité liée à certains rôles et encore une fois sur action. Là, les questions qu'on peut se poser, c'est si j'ai quelqu'un qui prend un rôle de product owner, par exemple, dans l'équipe, il n'a jamais fait, il ou elle n'a jamais fait, la personne a accepté le rôle, la responsabilité, et donc ce rôle vient avec des rôles et des responsabilités, effectivement. Donc on va se poser des questions. Est-ce que le product owner est bien la personne qui finalise les critères d'acceptance sur l'ensemble de nos user stories? Yes, no. C'est quoi l'écart? L'amélioration, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris la logique. On peut définir en fait l'objectif de comportement en fonction des rôles ou des équipes ou des programmes, des portfolios, des entreprises. Et derrière, on peut mettre en place finalement des frameworks de mesure, hein, des assessment frameworks, qui nous servent à mesurer effectivement la maturité par groupe et ensuite se poser les questions. Qu'est-ce que je change pour venir modifier une des qualités dont a parlé Kousei tout à l'heure? OK. Tout ça, effectivement, ça permet, quand on se pose la question, là, vous avez un exemple d'un rendu d'assessment sur une vraie équipe. Hein, c'est une équipe et ça, c'est un assessment qui combine la maturité systémique. On se pose des questions d'équipe et on se pose des questions de rôle. Et sur ce diagramme-là, ce radar, vous voyez en fait, en vert, c'est tout ce que l'équipe fait bien. En orange, c'est ce sur quoi l'équipe a déjà commencé à travailler en action d'amélioration. Et en rouge, ce sont les choses sur lesquelles l'équipe n'a pas encore commencé à travailler. On sait que elles font partie des objectifs de l'équipe pour atteindre le framework, le cadre de travail explicite qu'on leur a demandé de mettre en place, à savoir Scrum. Et donc, on voit qu'il y a un écart.
Le petit attention, c'est quand on met en place ce type de mesures, il ne faut pas essayer de tout mesurer d'un coup. Koussaï en a parlé tout à l'heure, pour ce que moi j'appelle les mesures de qualité d'un système. Et effectivement, on ne veut pas faire du quantitatif sur la mise en place de ces indicateurs, de ces mesures. Ça tue tout le monde et puis ça rend trop tout, ça bloque tout en fait. Donc il faut plutôt choisir ses batailles. Au moment du démarrage de sa transition, on en est où? Est-ce qu'on est à un niveau de maturité d'équipe plutôt bas? À ce moment-là, on ne va pas commencer tout de suite à mettre des frameworks d'assessment très haut dans l'organisation. On va pouvoir plutôt réfléchir à comment je vais aider mes équipes à se transformer de la manière la plus rapide et élégante. Donc on va plutôt s'attacher aux équipes et aux rôles au début. Et puis au fur et à mesure qu'on va passer à des principes d'organisation qui sont achetés par l'ensemble des parties prenantes, on va monter programme, portfolio, et ainsi de suite. De la même manière que Koussaï a mentionné qu'on pouvait faire de l'agrégation, là c'est un exemple d'agrégation. Dans une entreprise, on a plusieurs équipes qui ont le même objectif de passer au même cadre de travail, Scrum. Vous voyez que chacune des équipes fait son assessment au même moment. On a donc une vision globale de équipe 1, 2, 3, 4. Et si on les met en commun, on a quelque part une vision de qu'est-ce qui se passe dans mon groupe entier. Est-ce que j'ai sur mes différentes dimensions d'amélioration et de mesure, est-ce que j'ai quelque part dans mon entreprise quelque chose qui, moi, peut-être, sponsor de la transformation ou manager de la transformation, sur lequel je peux agir. Et là, en l'occurrence, c'est un exemple, mais c'est un vrai exemple, ça c'est une vraie entreprise. Vous voyez que sur l'axe qui est lié au release planning, la capacité à l'entreprise de faire du planning à long terme et à donner une roadmap à long terme au sein de l'entreprise, on voit que dans cette entreprise, en fait, on a très peu de pratiques qui sont déjà en place. 2, on ne travaille pas forcément en ce moment sur ces pratiques. Donc voilà. Et puis tout ce qui est rouge, c'est effectivement ce qu'on ne fait pas, mais peut-être qu'on souhaiterait faire. Donc la vraie question à se poser quand on fait des cycles d'amélioration au niveau d'un groupe entier d'une entreprise, c'est de pouvoir faire du roll-up de ce type-là et de se poser des questions qui sont vraiment systémiques globales, pas juste au niveau d'une entreprise, mais de se dire j'ai peut-être un bloqueur quelque part qui dépasse la capacité de mes équipes à s'améliorer. Voilà, donc ça c'est fondamental de pouvoir faire ce type d'agrégation également. Alors, on a un cas concret de l'association des indicateurs de mesure de performance des équipes et de qualité de la transformation. C'est PrestaShop, avec qui on travaille depuis presque un an, je crois. Et PrestaShop nous a fait confiance. On a installé Weaviz, qui se connecte à leur Jira, et on a installé Picadec. Donc Weaviz est utilisé pour aider les équipes à mesurer leur performance au quotidien. On a des équipes qui font du Scrum et d'autres équipes qui font du Kanban. Alors, c'est plutôt une organisation en mode feature team. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille vraiment étroitement pour mettre les outils au service de leur transformation et pas le contraire. Donc, c'est-à-dire qu'on échange énormément pour améliorer et adapter, que ce soit Weaviz ou Picadec, aux besoins de leur transformation et à leurs besoins de mesure. Et ce qui est intéressant, c'est grâce à ça, grâce à l'association, c'est qu'on n'a pas juste sorti des indicateurs pour dire voilà, votre performance c'est ça, mais on a plutôt cherché à savoir qu'est-ce qu'on devait mettre en place pour avoir des indicateurs de qualité. Donc il y a eu une refonte totale de leur Jira qui a été faite, où on a revu à la fois tous les workflows, on a revu le type d'indicateurs qu'on voulait mesurer, on a revu la qualité de la data. Donc ça, du coup, on a travaillé un peu sur le savoir-être et le savoir-faire. Donc ça, c'était plutôt très intéressant. Et ça a permis de synchroniser à la fois les tribus et les squads. Et ensuite, on a mis en place Picadec pour mesurer est-ce que leur transformation était dans les objectifs qu'ils avaient définis et quel était le niveau de qualité atteint. Et ce qui est intéressant avec Picadec, c'est qu'on n'a pas juste mesuré est-ce que vous faites bien du Scrum ou est-ce que vous faites bien du Kanban, mais on mesure aussi est-ce que la santé de l'équipe est bonne. Parce que c'est bien de dire, OK, je suis full Scrum, je suis full Kanban, je mets en place toutes les pratiques, il n'y a pas de problème, tout est dans le vert. Mais si votre équipe est épuisée, si votre équipe est démoralisée, si elle a l'impression que tout se fait à un rythme effréné ou que leur parole n'est pas écoutée, eh ben en fait, vous aurez une équipe qui ne sera pas en bonne santé, avec un gros risque de turnover ou de désengagement. Et ça, on le mesure aussi. Et tous ces éléments-là, ça nous permet aussi d'animer les différents cérémoniales qui vont avoir lieu, mais également les communautés de pratique. On a une communauté de pratique des product managers, une communauté de pratique des scrum masters, et on se nourrit aussi de tous ces éléments-là pour savoir en fait quels sont les éléments, quels sont les sujets qu'on doit mettre en avant lors des communautés de pratique pour aider la communauté, par exemple, des scrum masters à s'améliorer et à s'améliorer ensemble. Voilà. Donc ça, c'est
C'est un travail qu'on fait depuis un bon moment, qu'on continue à faire. Ça n'arrête pas de bouger, parce qu'il y a toujours de nouveaux besoins. Et c'est plutôt assez sympa comme façon de faire, parce que c'est assez rare dans les entreprises où on veut vraiment mesurer sa performance, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer ou qu'on a peur de montrer par la peur de la sanction. Alors que voilà, avec PrestaShop, il n'y a pas cette peur de sanction, parce qu'il n'y a pas de volonté de sanctionner, il y a juste une volonté que les équipes s'améliorent et qu'elles atteignent le niveau de performance attendu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, merci, est-ce que vous avez des questions? Alors là, il y en a plein. Alors, hop, tu as un micro? On va commencer ici, je commence à distance. Alors, je reprends le fil. Pouvez-vous nous dire sur la mesure de la qualité de la transfo des exemples de KPI? Qualité de la transfo, c'est-à-dire, alors, à quel niveau de transformation, de maturité on se trouve? J'imagine que c'est ça la question. En fait, j'ai donné, ce ne sont pas tant des KPI que ça. Donc les KPI sont plutôt, en tant que mesure quantitative, sont plutôt des KPI qui sortent de ce que moi j'appelle la qualité d'un système. À quelle vitesse je vais, combien d'items je fais, mon débit, ainsi de suite. En termes de maturité, on est plus sur des mesures d'avancée sur un axe d'amélioration. Donc, par exemple, j'en ai donné un tout à l'heure, la capacité des équipes Scrum à pouvoir faire du release planning meeting, du release planning event ou du release planning. Dans les frameworks, une fois qu'on les met en place et qu'on pose un certain nombre de questions, on n'a pas de chiffre qui sort, à part un pourcentage, mais en fait, on a un taux d'avancée sur cet axe. Voilà, donc ce n'est pas un KPI en tant que tel, on n'est pas capable de dire on veut tendre vers 100%, bien évidemment, donc ça c'est le KPI principal, mais il n'y a pas de, à part ce taux de complétion, de maturité, il n'y a pas de KPI particulier. Par rapport à la mesure de la santé de l'équipe, moi j'aimerais bien savoir concrètement par quel type je sais pas quoi, de questionnement, de rituel, comment on s'assure de ça? Alors, sur la santé de l'équipe, on a, par exemple, quand vous êtes chez PrestaShop, on est organisé en feature team, on utilise tout simplement le check maturity. Alors, le check maturity, il y a un template de base, mais on peut le faire évoluer. Mais par exemple, les questions de base, ça va être, est-ce que vous êtes heureux de venir travailler? Voilà. Est-ce que vous êtes heureux dans cette équipe? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un joueur ou un pion? Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie de l'équipe ou d'être juste un membre comme les autres à qui on ne demande pas son avis et on demande de faire? Est-ce que vous avez l'impression que vous développez un produit de qualité? Est-ce que vous avez l'impression que votre produit, quand vous le livrez, vous pouvez le livrer rapidement? En fait, ce sont plutôt des questions qui ne vont pas chercher à savoir est-ce que vous faites bien du Scrum ou vous faites bien du Kanban. À la rigueur, on s'en fiche. Mais de savoir est-ce que vous, dans votre travail de tous les jours, est-ce que vous avez tous les éléments qu'il faut pour travailler sereinement? C'est-à-dire, voilà, quand je délivre quelque chose, je ne mets pas une journée pour le livrer en prod. Quand je viens au boulot, je suis heureux de venir, même s'il y a plein de problèmes dans le métro. Quand je donne un avis, parce que j'ai une expertise sur un sujet, on m'écoute. Voilà. Moi, j'ai eu le cas dans une entreprise où je suis arrivé, alors je me souviens, c'était au mois de juillet. On m'avait dit il faut que l'équipe, ça se passait pas bien, il faut que l'équipe se mette en ordre de marche pour août, parce que moi je partais en vacances, et pour qu'en septembre il soit opérationnel. Donc ça avait été hyper intensif. C'était un peu en mode marche ou crève. Donc voilà, ça a été super intensif. En fin d'année, on avait atteint tous les objectifs, donc c'était super. Tous les managers étaient descendus, même le DG était descendu. Voilà, il venait visiter un peu notre plateau. Donc sur le papier, tout allait bien. Quand on a fait le check maturity, en fait, je me suis rendu compte que la question est-ce que vous vous sentez joueur ou pion, on avait un rouge. Tout le monde se disait on est des pions. Et donc moi, j'étais le premier choqué. Je me suis posé la question, je leur ai demandé. Et en fait, leur retour, ça a été nous, on est des experts du mobile. À aucun moment, on n'a pris notre avis. Il y a plein de choses qui ont été développées qui n'ont rien à voir avec les bonnes pratiques d'utilisation des applications mobiles, qui ont été imposées, et à aucun moment nos feedbacks n'ont été pris en compte. Donc on n'a pas l'impression de faire partie intégrante du projet. On a plus l'impression d'être des petites mains. Donc ça a été remonté immédiatement à la direction en disant attention, on a un risque de désengagement et de départ de personnes. Un certain nombre n'étaient pas internes. Donc ils ont pris ça en compte. Donc c'est là où ça a été plutôt positif. Ils ont pris cet élément en compte. Et sur la version 2,
eh ben, on a arrêté de leur dire de faire, on leur a demandé comment faire. Voilà. Et c'est là où ça a été beaucoup plus positif. Voilà. C'est ça l'objectif, certains indicateurs. Après, c'est à vous de définir quels sont pour vous les indicateurs qui vont permettre de savoir que votre équipe travaille dans de bonnes conditions. Et en oubliant tout ce qui est pratique agile, etc. C'est pas ça qui est important. Là, c'est vraiment de savoir est-ce qu'ils sont heureux de venir travailler, est-ce qu'ils ont tous les moyens au niveau d'architecture, au niveau d'espace de travail, au niveau de moyens de communication pour travailler dans de bonnes conditions. Et ça, souvent, on ne le demande pas aux équipes. Voilà. C'est un peu l'objectif de ces indicateurs. Alors, pas toutes les semaines, il y a autre chose à faire. En général, moi je dis une fois par mois. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Souvent, les équipes l'associent quand ils font du Scrum aux rétrospectives. Moi, j'ai tendance à ne pas le faire parce qu'une rétrospective, c'est aussi un moment à part. C'est aussi un peu l'objectif de faire le bilan de ce qui s'est passé sur les quelques dernières semaines. Là, on va un peu plus loin sur ces indicateurs de mesure de santé. Là, il faut vraiment qu'on se prenne un moment à part et qu'on ne soit pas dans le sprint, mais qu'on soit vraiment dans notre fonctionnement en tant qu'équipe et en tant qu'être humain. Voilà, c'est plus ça. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire une fois par mois, c'est bien. Voilà, c'est un vrai moment de rencontre. Alors, une autre question à distance. Pour chacun des KPI présentés, définissez-vous systématiquement un objectif? Un objectif en termes d'atteinte? Alors, moi, je ne définis pas d'objectif. Les objectifs, c'est à l'équipe de se le définir. Les KPI, ils sont plutôt pour savoir quelle est la performance de l'équipe, c'est-à-dire quelle est sa capacité à faire. Et par rapport à cette mesure de capacité à faire, là, on va pouvoir définir des objectifs. Voilà. Si je sais qu'une équipe n'est pas capable de délivrer plus de tant de fonctionnalités par semaine, eh ben, ça veut dire qu'en amont, il va falloir que je demande au métier de moins nous charger et du coup de prioriser. Voilà. Donc l'objectif, en fait, il vient avec la mesure des indicateurs, ce n'est pas le contraire. Si on définit un objectif et après on mesure les indicateurs pour dire qu'il faut absolument tenir cet objectif, bah là on change un peu de braquet, où là on va plutôt avoir des indicateurs en mode pression. Voilà, j'ai mesuré, vous n'atteignez pas l'objectif, attention. Alors que là, le but des indicateurs, c'est plutôt de dire, on a commencé à mesurer, au bout d'un certain temps, on sait qu'on a des indicateurs de croisière qui nous permettent d'avoir une bonne vision. À partir de là, on va pouvoir se mettre en ordre de marche et on va pouvoir définir quels sont les objectifs qu'on peut atteindre et comment est-ce qu'on doit prioriser en amont. Alors après, ça peut être une bonne chose de donner des objectifs parce que ça va créer de l'innovation en interne. Donc on peut effectivement mesurer un système et dire nous, notre qualité, c'est de fonctionner à telle vitesse. Voilà. Informons nos clients qu'ils ne peuvent pas livrer en moins de 15 jours. Si on prend l'exemple de Amazon de tout à l'heure, ils se sont plutôt donné pour objectif de faire de la livraison en un jour. Et là, derrière, ils ont été obligés d'aller chercher et innover une manière de satisfaire cet objectif. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut réfléchir. Je vais mettre un système en tension quand l'objectif est très haut, très fort. Je peux systématiquement travailler lorsque l'équipe s'y prête en tout cas à tendre vers des améliorations sur certains des indicateurs qui sont importants dans notre business. Et dans certains cas, si je sais que d'un point de vue business model, je peux vraiment mettre sur le marché un avantage concurrentiel en travaillant, en atteignant un objectif particulier, alors à ce moment-là, ça vaut le coup de donner cet objectif à tout le monde. Mais là, on ne rentre plus sur on va dire des objectifs stratégiques d'équipe et on n'a pas forcément juste une équipe qui va fonctionner, essayer d'améliorer son Kanban localement. Là, on va plutôt travailler, comme ça a été le cas chez Amazon, sur une entreprise au global qui a pris cet objectif comme un stratégique thème, un objectif d'entreprise et qui a tout fait du début à la fin avec les chaînes de valeur opérationnelles et les chaînes de valeur de développement et les chaînes de valeur de logistique pour mettre en place cet objectif. Donc là, on est sur vraiment de l'innovation à l'échelle de l'entreprise. Une équipe, à un moment donné, va avoir des limites à atteindre des objectifs parce qu'elle ne maîtrise que ce qu'il y a à l'intérieur de son Kanban, de toute façon. À juste titre, à un moment donné, vous avez évoqué que certains critères ne pouvaient pas être comparés d'une équipe à l'autre, comme la vélocité. Et du coup, je m'interroge sur les modalités de passage en agrégation. Vous avez montré un slide où il y avait 5 équipes distinctes et ensuite agrégation. Du coup, c'est quoi est-ce que vous éliminez certains critères? Comment vous passez Alors, l'idée de l'agrégation, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est on va
pu mesurer les mêmes choses. Au niveau de l'équipe, par exemple, si je reste très basique, on va plutôt mesurer des stories. Donc un niveau. Ensuite, quand on va agréger, eh ben, on va agréger plutôt sur l'élément supérieur. Donc au niveau programme, je vais mesurer plutôt au niveau feature. Mais après, du coup, je vais récupérer en fait l'ensemble des informations qui viennent des équipes, qui vont me permettre de dire, OK, les équipes ont mis tant de temps à faire une story, mais sur la feature en elle-même, bah, combien de temps il faut. Donc ça va me permettre de savoir, est-ce que j'ai des équipes, par exemple, qui sont bien axées sur une feature, elles font leur feature et puis ensuite elles passent à une autre feature, etc. Ou est-ce que j'ai des équipes, par exemple, qui font un patchwork d'un peu de tout, et du coup j'ai des features en amont qui mettent beaucoup de temps à être déployées. Voilà. Donc en fait, l'idée d'agréger, c'est pas d'agréger sur les mêmes items, mais d'agréger sur l'item supérieur en se nourrissant de ce qui a été réalisé sur les sous-tâches. Voilà, si je schématise. Je ne sais pas si c'était votre question. Ouais. Juste également, c'était sur le diagramme en radar de tout à l'heure. En fait, la question qu'on se pose, c'est pas forcément on mesure sur cette dimension la vitesse moyenne de toutes les équipes, c'est plutôt de se poser la question, est-ce que toutes les équipes mesurent la vélocité ? En fait, c'est ça dans la dimension qu'on va mesurer. Donc, si je demande à mes équipes de mettre en place le framework Scrum, une des pratiques, des disciplines que les équipes doivent mettre en place, c'est mesurer leur vélocité. Et donc, si j'ai une question sur cette dimension qui dit est-ce que les équipes mesurent la vélocité, que j'ai 90% de mes équipes qui disent non, je vais avoir un indicateur qui tombe en bas. Et là, c'est ce que j'ai expliqué. À un moment donné, on va dire est-ce que j'ai un bloqueur systémique ? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas ? Est-ce que c'est un problème d'outils ? Est-ce que c'est un problème de planning ? Est-ce que c'est un problème de formation ? Ça peut être n'importe quel problème. En tout cas, j'ai un indicateur qui me fait clignoter quelque part sur mon radar. Là, sur cette dimension, tu es à la ramasse. Le détail de combien de points, c'est vraiment pas le but de ça. Ça, pour moi, c'est la qualité du système. Ce sont des autres mesures. Ouais. Une dernière ? Merci. Est-ce que vous avez des exemples sur la qualité de la transformation agile ? Ce que vous avez présenté, c'était surtout centré pique-deck sur les équipes. Mais est-ce que vous avez des exemples d'une entreprise qui aurait défini à son niveau, autre que le lead time, par exemple, comme vous avez fait pour Amazon, pour dire, voilà, je veux mesurer la qualité de ma transfo agile au niveau de l'entreprise ou d'un gros département, des choses comme ça ? C'est rare. C'est rare. Moi, j'ai le cas d'une entreprise. Alors, je ne sais pas si je peux donner le nom. C'est une banque associée à une assurance. Ça commence par A. Où je suis intervenu sur une transfo à l'échelle et on avait ce genre d'indicateurs qui étaient mesurés. Alors, on ne les a pas mesurés au début parce que l'objectif au début, ce n'était pas spécialement que les pratiques soient bien mises en place. C'est surtout qu'elles soient mises en place. Voilà, parce qu'on partait d'un peu loin. Mais au fur et à mesure, oui, on a fait d'abord les mesures plutôt de performance pour les différents PI. Et ensuite, on est passé à l'étape où là, maintenant, il fallait vraiment s'assurer que la pratique et la transformation étaient de qualité et apportaient les objectifs qu'on voulait. Mais c'est vrai que personnellement, alors je ne connais pas toutes les entreprises, mais personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui malheureusement est assez rare. Et on sent bien que les indicateurs, dès que ça sort des équipes, c'est très peu mesuré. Alors, la pandémie, bizarrement, moi je le vois avec Weeviz, avant, je peux le dire, je suis assez transparent, avant la pandémie, Weeviz, ça n'intéressait personne. Mais alors, personne. Moi, ça m'intéressait parce que depuis 2012, je mesure toutes mes transfos, tous mes accompagnements avec les indicateurs. Mais avant la pandémie, ça n'intéressait personne. Et je l'avais montré à une grande entreprise de transport aérien à l'époque. Donc, ils m'ont dit oui, poliment, ok, c'est super. Et puis, plus rien, pendant 1 an. Et là, il y a eu la pandémie. Et du jour au lendemain, on m'a appelé en disant le big boss, maintenant, veut savoir nos 450 équipes, qu'est-ce qu'elles font, où elles vont, parce qu'on est en crise et on a besoin de savoir où on est et qu'est-ce qu'on doit prioriser. Et ils n'avaient pas d'indicateur. Ou si, ils en avaient, mais ils en avaient trop. Chacun avait ses propres indicateurs, donc il n'y avait pas de consolidation. Donc du coup, on a travaillé ensemble, on a mis en place l'application pour commencer à sortir des indicateurs qui allaient pouvoir remonter auprès de la direction et leur donner une vraie visibilité sur la performance des équipes. Et c'est vrai que depuis la pandémie, j'ai vu qu'il y avait une accélération de ce besoin de savoir mais où on en est. Et maintenant, j'ai besoin de prioriser. J'ai besoin de vraiment aller défendre aussi des fois mon budget, défendre mon équipe. Donc, j'ai besoin de mesurer la performance des équipes. Voilà. Du coup, ça commence à arriver. Et puis l'avènement de la dernière ère, qui est le passage à l'échelle, fait qu'on a aujourd'hui des fournisseurs sur le marché comme le Scaled Agile Framework
à travers SAFE, qui Scaled Agile avec le Scaled Agile Framework, qui propose également tout un tas d'accompagnements en termes de mesures. Donc, sur leur site, vous pouvez aller télécharger des questionnaires, en fait, des assessments au format Excel, qui vous permettent de poser des questions à différents niveaux de votre organisation, donc équipe, programme, portfolio, entreprise. Et ce sont des questions qui vous permettent ensuite, des assessments qui vous permettent après de vous poser des questions d'amélioration, mais toujours avec cette idée de c'est applicable au framework en particulier, quoi. Mais oui, ça commence à arriver. Puis ensuite, de plus en plus d'entreprises se prêtent au jeu également, s'inspirent de ces frameworks et des assessments qu'on peut télécharger, et puis font du tuning en interne, font des choses qui sont très spécifiques. Donc ça se met en place. On a des exemples un petit peu plus concrets, on ne les a pas mis dans la presse, mais si ça vous intéresse, on peut rentrer dans le détail plus tard. Ouais, on arrive à la fin. Alors juste pour terminer, en fait, c'est vrai qu'en France, on a toujours un peu de mal avec les indicateurs. Mais en fait, on mesure toujours tout. On mesure notre performance personnelle, on mesure le temps qu'on met pour faire un voyage. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, mais juste comme un moyen de voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Pas s'améliorer pour être le meilleur du monde, mais s'améliorer juste pour tenir nos engagements et répondre à un besoin des clients. Donc il faut toujours garder à l'esprit que les indicateurs, ils doivent être au service des équipes, au service de l'organisation, et surtout pas pour fliquer ou sanctionner. Voilà. Donc merci beaucoup, en tous les cas, pour votre attention. Si vous voulez faire un feedback, vous pouvez accéder à roti.express. Et puis, donc là, on va faire une longue pause. C'est le déjeuner. Donc, voilà, ça se passe en haut. Et puis, à distance, ça se passe dans votre cuisine, surtout. Donc, bon appétit à tous. Et on se retrouve à 14 h.